Vous pourriez toujours dire, mais c'est le Moyen-Orient, parlez-nous d'Afrique, chers serviteurs des pains spirituels de la liberté. Mais le Moyen-Orient, c'est quoi? C'est le nord-est de l'Afrique. Le Moyen-Orient est connecté à l'Afrique par le canal de Suez. Le Moyen-Orient, depuis la plus profonde antiquité, même la préhistoire, a été un terrain d'expansion des grands empires africains de tous les temps. Le Moyen-Orient est en réalité un satellite du plus grand continent de la Terre, l'Afrique. On ne peut rien comprendre à l'Afrique si on ne s'intéresse pas aux dialectiques, aux événements qui se déroulent autour de l'Afrique. Quelque chose vient de se passer au Moyen-Orient. Beaucoup d'entre vous se souviendront que la puissance israélienne, dont le chef de gouvernement Benjamin Netanyahou est un va-t-en-guerre impénitent, coupable du génocide du peuple palestinien. Plus de 50 000 personnes tuées. Pourchassé par la Cour pénale internationale sans jamais être arrêté, conformément au principe du 2 poids 2 mesures. Condamné par l'Organisation des Nations Unies, laquelle, pour autant, n'a pas traduit ces condamnations par des mesures coercitives. Benjamin Netanyahou, fidèle à la doctrine de la preventive war, la guerre préventive, s'est attaqué ouvertement à l'État souverain de l'Iran, au motif que le gouvernement des ayatollahs iraniens se préparerait à développer son programme nucléaire civil vers un programme nucléaire militaire, lequel aboutirait à la concoction de l'arme nucléaire, qui pour Benjamin Netanyahou et les ultranationalistes sionistes israéliens n'est rien d'autre qu'une arme ayant pour but d'effacer l'État d'Israël de la terre. La doctrine de la guerre préventive, qu'on appelle en anglais preventive war, n'est rien d'autre que la légitimation de l'agression délibérée d'une puissance de la terre contre une autre, sur la base d'un procès d'intention, d'un procès en sorcellerie. Car selon cette doctrine, il suffit que moi, puissance A, j'imagine que toi, puissance B, tu pourrais avoir envie, même en rêve, de m'attaquer, pour que j'aie le droit de t'attaquer. La doctrine de la guerre préventive est exactement le contraire du principe fondamental du droit international. Le principe fondamental du droit international, c'est le droit souverain de chaque peuple à disposer de lui-même. Ce principe qui a été au fondement de la Société des Nations dans les années 10-20 et qui se retrouve au cœur de la Charte des Nations Unies à San Francisco à partir de 1945, ce principe dit que chaque peuple rassemblé en État a toute souveraineté sur toutes les recherches, recherches scientifiques, recherches économiques, recherches technologiques, recherches intellectuelles, exploration religieuse et même spirituelle qui se déroule sur son propre sol, sur son territoire légitime et légal. En vertu donc du droit international, jamais il ne peut y avoir une démonstration qui établit que le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou aurait quelque droit à s'attaquer de près ou de loin au territoire de la République islamique d'Iran, dirigée par l'ayatollah Ali Khamenei et l'ensemble de ses compagnons. Mais le 2 poids 2 mesures qui préside à la politique internationale, notamment sous l'hégémonie des puissances occidentales qui a commencé avec la traite négrière au XVIe siècle, ce 2 poids 2 mesures est arrivé en cette ère du Verseau dans sa manifestation la plus flagrante, la plus scandaleuse, la plus insupportable. L'État d'Israël s'attaque à l'État iranien au motif de détruire son programme nucléaire. Or, l'État d'Israël lui-même est un État nucléaire. Il possède du nucléaire civil et il possède l'arme nucléaire militaire. Pour posséder le nucléaire civil ou pour posséder l'arme nucléaire militaire, l'État d'Israël n'a jamais requis l'autorisation de l'État iranien, de l'État camerounais, de l'État malien, de l'État burkinabé, de l'État américain, de l'État français, de l'État allemand, de l'État italien. Israël s'est doté de l'arme nucléaire sans avoir à en référer à quelque instance internationale, en tout cas extra-israélienne que ce soit. C'est donc cet État d'Israël
dirigé par l'extrême droite, ultranationaliste de Bibi Netanyahou, qui décide de frapper l'Iran. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Mal lui en a pris. Car en déclenchant la guerre contre l'Iran, le gouvernement israélien de Netanyahou avait sous-estimé l'Iran à partir de la relative passivité de l'Iran lorsque ses alliés au Moyen-Orient ont été taillés en pièces par Israël et la coalition de l'OTAN. En effet, lorsque Israël, sous Bibi Netanyahou, a foncé sur le Hezbollah, allant jusqu'à assassiner le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'Iran s'est relativement tu. En effet, lorsque Israël a foncé sur le Hamas, qui par ailleurs a bénéficié du soutien des services israéliens pour exister, car à l'origine le Hamas a été monté pour contrer l'influence de l'Organisation de la Libération de la Palestine, OLP, dont on ne voulait pas qu'elle fût l'interlocuteur valable de l'État d'Israël pour la reconquête des territoires arrachés par le colonialisme sioniste au peuple palestinien depuis les années 30. Pour contrer précisément l'Organisation de la Libération de la Palestine, un mouvement de gauche multiconfessionnel, laïque, un mouvement révolutionnaire d'émancipation authentique du peuple palestinien, les services occidentaux, dont les services israéliens, ont aidé à la naissance de l'aile radicale du Hamas. Mais cette aile radicale qui avait été renforcée pour paralyser l'Organisation de la Libération de la Palestine de Yasser Arafat, grand ami des mouvements d'émancipation africains, cette organisation du Hamas a fini par se retourner contre ses propres maîtres. Là encore, le gouvernement israélien de Netanyahou a eu carte blanche. Il a taillé en pièces le Hamas, allant jusqu'à éliminer certains dirigeants du Hamas dans la capitale iranienne, où ils s'étaient réfugiés. Je pense notamment à Ismaël Haniyeh. Tout le monde a vu le martyre du peuple palestinien et tout le monde a assisté impuissant au massacre de Gaza. Tout le monde a vu les hôpitaux gazaouis bombardés, les écoles détruites, les enfants, les femmes et les vieillards déchiquetés. Nous avons tous assisté à la plus violente violation du droit international, même humanitaire, dans cette affaire gazaoui. La terre entière est couverte de honte de n'avoir pas empêché le génocide du peuple palestinien. Gargarisé par ses succès contre le Hezbollah, allié de l'Iran, galvanisé par ses succès contre le Hamas, allié de l'Iran, galvanisé par ses succès en association avec les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, contre le régime alawite et dictatorial syrien de Bachar el-Assad, héritier de Hafez el-Assad, au pouvoir depuis 1970, le gouvernement d'Israël était littéralement sûr d'être en roue libre au Moyen-Orient. Il était certain de pouvoir, au nom de la doctrine du preventive war, faire la peau à qui il veut, quand il veut, comme il veut, et puis, comme on dit à Abidjan, il n'y a rien. Voilà donc que Bibi Netanyahou lance ses missiles de croisière pour frapper l'Iran. La planète tout entière fut étonnée par la fulgurance, la virulence, le caractère apocalyptique et tellurique de la réponse iranienne. Pour la première fois de l'histoire de l'État d'Israël, depuis sa fondation en 1948, on voyait les grandes et principales villes de l'État d'Israël frappées par des missiles de guerre farouches, lancés par l'armée iranienne. Pour la première fois de l'histoire de l'État d'Israël, l'armée israélienne devait combattre l'ennemi, non plus sur le terrain de l'ennemi, c'est-à-dire au Liban, ou en Palestine, à Gaza, ou en Syrie, sur le Golan, ou en Irak, ou en Iran. Pour la première fois, l'armée d'Israël a été confrontée à des frappes sur son propre sol. Le mythe de l'inviolabilité de l'espace géostratégique et géopolitique israélien a ainsi été brisé. Le célébrissime dôme de fer en vertu duquel la puissance américaine et plus largement l'alliance de l'OTAN auraient assuré à Israël que jamais munition ne franchirait son espace vital pour frapper. Sur son territoire, le dôme de fer s'est avéré la passoire d'enfer.
commerce d'armes entre Israël et l'Iran, se déployant sous les caméras en mondovision, se déployant sous les téléphones portables des spectateurs iraniens et israéliens, balançant des micro-vidéos en direct sur les réseaux sociaux. La vérité a fini par se savoir. Il ne suffisait pas de réprimer les journalistes, de cadenasser la presse pour qu'on ne sache pas qu'ayant attaqué l'Iran, Israël était maintenant frappé. Il suffisait simplement de voir les témoignages des Israéliens eux-mêmes, désemparés par la vigueur de la réplique iranienne, une vigueur inimaginable, une vigueur inégalée, une vigueur insoupçonnée, et en même temps une précision terrible, puisque l'Iran est allé jusqu'à frapper les centres névralgiques du système défensif de l'État d'Israël. Le siège des services secrets, le Mossad, le siège du ministère de la Défense, les aéroports israéliens les mieux protégés, les deux capitales, la capitale symbolique et spirituelle d'Israël, Jérusalem, et sa capitale politique et économique, Tel Aviv. Le monde entier a vu que dans le face-à-face entre Bibi Netanyahou et l'ayatollah Khamenei, c'est l'ayatollah Khamenei et la révolution iranienne qui ont emporté la bataille. Mais cette séquence d'histoire palpitante qui s'est déroulée sous nos yeux devait alors connaître un nouveau chapitre, non moins crucial. L'entrée en plein jour, sans crier gare, des États-Unis en guerre contre l'Iran pour soutenir Israël en détresse. Les cris qui venaient d'Israël vers le président américain Donald Trump ont fini par attendrir son cœur. Son cœur travaillé par les passions impérialistes qui lui ont inspiré l'idée, par exemple, de chasser tous les Gazaouis de leur terre et de les remplacer par une belle plage en style de club méditerranéen. Donald Trump, appelé par l'allié traditionnel israélien, se sentait l'obligation de faire quelque chose. Il entra donc en guerre, cette fois-ci, en décidant de frapper à l'arme et à la bombe spéciale lourde les installations nucléaires de la République islamique d'Iran. Comme l'a souligné Alexander Dugin, philosophe de la Fédération de Russie, le fait que les États-Unis aient tiré sur les sites nucléaires iraniens a mis fin au mythe de l'impossible Troisième Guerre mondiale. Ce fait a ouvert la possibilité de la Troisième Guerre mondiale, puisque pour la première fois, une grande puissance a ouvertement tiré des munitions lourdes sur des centrales nucléaires. Même dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, lorsque des tirs de munitions vers les centrales nucléaires avaient lieu, l'Agence internationale de l'énergie atomique pouvait sortir et menacer tout le monde en disant attention, on ne joue pas à ça, ça peut provoquer un Tchernobyl, on ne tire pas sur les centrales nucléaires parce que la rencontre d'une bombe avec des réserves d'uranium, mais ça produit une bombe plus puissante encore que celle qui a été lancée. Or, Donald Trump revendiquait fièrement le fait d'avoir tiré sur Fordov, sur Natanz, d'avoir tiré sur tous les sites nucléaires iraniens, c'est-à-dire d'avoir pris le risque de mettre au contact de réserves d'uranium une source projectile chauffante et explosive. Ce qui aurait pris, en réalité, fait courir à toute la région, pas seulement iranienne, mais toute la sous-région, le risque de 10 à 15 ou 20 fois Tchernobyl. Dans ces conditions-là, le monde entier était en émoi de se rendre compte que la guerre qui opposait Israël à l'Iran n'était pas en réalité une guerre simplement israélo-iranienne, c'était une guerre américano-iranienne, mieux une guerre otano-iranienne. Car plusieurs des grandes puissances de l'OTAN se levèrent aussitôt pour se constituer en défenseurs d'Israël. La Grande-Bretagne de Starmer, la France de Macron, l'Allemagne l'Allemagne de, comment il s'appelle, Scholz ou Merz, tout ce monde-là, tout d'un coup se groupait autour d'Israël en prétendant l'aider à se défendre contre l'Iran, qu'Israël avait pourtant attaqué délibérément au mépris de toutes les normes du droit international. Il y avait à ce moment-là un air de désespoir qui soufflait dans le grand sud global. Voyant les lourds bombardiers de l'armée américaine s'adonner à cœur joie à frapper les installations souveraines de l'Iran, le monde entier tournait les yeux vers la Russie et vers la Chine,
en les regardant un peu comme coupables de délaissement d'un allié précieux. Oui, lisait-on dans plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux, c'est dommage que Poutine et Xi Jinping laissent faire ce que nous sommes en train de voir. Nous pensions qu'ils ne laisseraient pas les Iraniens seuls, que les Iraniens ne seraient pas seuls comme l'était Kadhafi en 2011, comme l'était Milosevic et la Serbie quelques années plus tôt, comme l'a été Saddam Hussein dans les années 90 et au début des années 2000. On disait, oh là là, quel dommage. Dommage que Vladimir Poutine et Xi Jinping ne soient pas au rendez-vous. Or, c'est peut-être là l'un des tournants majeurs. Et c'est pour cela que je vous parle aujourd'hui de ce sujet. En réalité, c'est l'Iran, et c'est l'Iran lui-même, qui avait refusé depuis le mois de janvier 2025 de signer un accord de défense militaire élargi avec la Russie et la Chine, comprenant une clause de défense mutuelle, au motif que l'Iran pensait pouvoir faire face à Israël sans le secours notoire de la Russie ou de la Chine. Or, en janvier 2025, quand l'ayatollah Khamenei et ses compagnons de la révolution iranienne croyaient pouvoir régler son compte à Israël quand Israël s'attaquerait à eux, ils étaient loin d'imaginer qu'en réalité, très clairement, c'est toute la coalition de l'OTAN qui se lèverait contre eux. Cette nouvelle donne ayant eu lieu, les États-Unis d'Amérique s'étant mêlés ouvertement de la guerre, la France, la Grande-Bretagne ayant participé à la défense du territoire d'Israël, les Iraniens se rendaient à l'évidence qu'ils n'avaient pas affaire au simple satellite otanien à Israël, ils avaient affaire à l'OTAN, exactement comme la Fédération de Russie à travers l'Ukraine, ou comme la Chine à travers Taïwan, ou comme la République démocratique du Congo à travers le Rwanda, ou comme l'Alliance des États du Sahel à travers la CEDEAO, l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Tout d'un coup, les Iraniens comprenaient qu'ils étaient encerclés par la même coalition qui a détruit l'Irak, qui a détruit la Libye, qui a détruit le Sahel, qui détruit la République démocratique du Congo, qui a détruit la Somalie, qui a détruit la Serbie. La même coalition qui attaque, bien sûr, à travers Taïwan, la Chine, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à celle-ci. Alors, dans les 48 heures qui viennent de passer, je vous informe que l'Iran a signé avec la République populaire de Chine et avec la Fédération de Russie un accord élargi de coopération économique, industrielle, technologique et de défense mutuelle. Accord qui permet aux armées de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie de participer à la défense de l'espace aérien de la République d'Iran contre toute intrusion de forces ennemies. Mais, puisque c'est moi qui le dis, vous pourriez dire que je le traduis avec la passion d'un défenseur de l'émancipation du Sud global. Je vais donner la parole à un journaliste attitré, occidental, grand soutien de la coalition otanienne. Il s'appelle Christian Mallard. Christian Mallard va nous dire avec émotion le contenu de l'accord qu'il lit désormais. 3 grandes puissances du monde multipolaire, du grand Sud global, à savoir l'Iran, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Cet accord a à peine 48 heures. Je vais donner la parole à Christian Mallard maintenant. Christian Mallard l'a dit et j'ai reproduit fidèlement l'interview que ce journaliste bien informé a délivré sur le sujet. Vous allez l'écouter en fond sonore assez haut. Christian Mallard interrogé sur la chaîne israélienne I24. Christian Mallard délivre la vérité sur la situation. Monsieur Mallard, qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran, justement, avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonsoir. Vous allez nous révéler le contenu d'un accord stratégique très important que l'Iran vient de signer pour très longtemps d'ailleurs avec la Chine et auquel la Russie est également associée. Alors,
En gros, c'est un accord sur 25 ans. C'est un accord stratégique. C'est l'Iran qui se livre économiquement et militairement à la Chine et à la Russie. Alors, un des éléments économiques clés de l'accord concerne un investissement à hauteur de 280 milliards de dollars dans les secteurs pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Et puis un autre volet de l'accord prévoit un investissement de 120 milliards de dollars dans le domaine des transports et des infrastructures avec main-d'œuvre iranienne qui sera sous contrôle des Chinois. En échange de tout cela, la Chine sera privilégiée pour les offres iraniennes en matière de projets pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Elle sera aussi privilégiée pour ses achats de pétrole et de gaz. Ali Khamenei a demandé aussi aux Chinois de développer des lignes ferroviaires à grande vitesse entre Téhéran et la ville sainte de Mashhad à 900 km au nord-est, entre Téhéran Qom et Isfahan au sud. Enfin, la ville de Tabriz, dans l'Azerbaïdjan iranien, sera le point de départ d'un gazoduc la reliant à Ankara en Turquie. Elle sera aussi sur 2300 km la plaque tournante de la fameuse route de la soie qui reliera Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, à Téhéran. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent modifier l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Et là, ça me paraît très grave. La semaine dernière, Ali Khamenei et les gardiens de la révolution ont donné leur accord pour une totale coopération militaire, aérienne et navale entre l'Iran, la Chine et la Russie, qui aura ainsi un rôle crucial. D'ici 4 mois, novembre, il est prévu que les bombardiers et avions de combat chinois et russes aient libre accès de façon illimitée aux bases aériennes iraniennes. Les vaisseaux militaires chinois et russes pourront utiliser aussi des facilités portuaires iraniennes de Shahbar, Bandar Abbas et Bandar Bushehr. Tous ces déploiements aériens et portuaires seront dotés de matériel électronique sophistiqué visant à neutraliser les nœuds de commande et de communication de l'OTAN. Les Iraniens recevront aussi le célèbre système de défense antimissile S-400 russe dont vient de se doter la Turquie. Alors Christian, justement, les Occidentaux doivent-ils s'inquiéter? Que peuvent-ils faire? Écoutez, la Chine et la Russie, c'est clair, sont en train de bouleverser l'ordre moyen-oriental et mondial tenu par les Américains depuis 1945. Tout cela est plus qu'inquiétant. Pour sa survie, l'Iran est en train de donner progressivement aux Chinois et aux Russes le contrôle du Moyen-Orient et de ce que j'appelle sa rente pétrolière et gazière. Les jeux de la Chine et de la Russie sont une menace pour Israël qui doit se persuader qu'on ne peut plus compter sur un Donald Trump trop erratique et qui se retire sans réfléchir du Moyen-Orient. Il est urgent que l'Europe, faible et divisée, se réveille et arrête de faire les yeux doux à la route de la soie de Xi Jinping, tout comme Emmanuel Macron doit arrêter de s'enticher de Vladimir Poutine, qui est un habile manœuvrier hostile à l'Occident. Astaghfirullah. Ça, c'est un journaliste qui vient de parler. Alors, c'est l'élément que je viens de vous faire écouter m'intéresse pour 3 raisons. Première raison, dans cet élément, il y a des informations clés. L'Iran a compris l'erreur qui a facilité la dernière agression américaine contre lui. L'Iran a décidé de la réparer. Vous qui suivez les émissions de votre serviteur, est-ce que vous vous souvenez ici que je vous ai dit que si l'agression américaine contre l'Iran a eu lieu, c'est parce qu'en janvier 2025, lorsqu'il y a eu des exercices militaires conjoints entre l'Iran, la Russie et la Chine et la Chine ont proposé à l'Iran de signer un accord de défense mutuelle, un peu comme celui qu'il y a entre la Russie et la Corée du Nord. Accord qui prévoirait que les 2 pays se défendent mutuellement, s'assistent quand ils sont attaqués par un tiers. Je vous ai dit qu'en janvier 2025, la Russie et la Chine avaient proposé cela aux Iraniens qui avaient refusé. Vous vous en souvenez ou pas? Vous vous en souvenez ou pas? L'information en question a été confirmée par 2 sources. D'abord, le géopoliticien Alexandre Douguin, qui dans un article a indiqué que lors des négociations de janvier 2025, l'Iran n'avait pas voulu une clause de défense mutuelle avec la Russie. Mais Alexandre Douguin lui-même est une source secondaire. Le président Vladimirovich Poutine, dans une interview récente, a dit
que si la Russie ne s'était pas impliquée pour empêcher les frappes stratégiques américaines contre l'Iran, c'est parce que l'Iran avait fait savoir l'Iran, l'État iranien, voulait se débrouiller tout seul. La Russie n'était pas intervenue parce qu'on ne le lui a pas demandé. La Russie ne voulait pas ici intervenir unilatéralement, il fallait l'accord des autorités iraniennes. Donc, premier point, l'Iran a tiré rapidement une leçon de l'agression américaine récente. Et l'Afrique doit tirer la même leçon. Les pays africains qui veulent aller vers la souveraineté véritable doivent passer tous les accords nécessaires avec les grandes puissances du monde multipolaire afin de pouvoir développer leurs programmes autonomes en étant à l'abri des surprises comme celles que la Libye a connues, des surprises comme celles que la Serbie a connues, celles que l'Irak a connues, celles que la Syrie a connues, des surprises telles que celles que l'Iran vient de connaître. Africains, apprenons à distance. Deuxième information fondamentale des propos de M. Christian Mallard sur la chaîne israélienne I24. L'Iran a compris qu'il fallait accélérer l'intégration économique avec la Chine et la Russie, c'est-à-dire en fait la sortie de la suprématie du dollar. Ces pays-là, l'Iran, la Russie et la Chine, sont en train de faire basculer l'essentiel de leurs échanges en monnaie nationale, c'est-à-dire en monnaie iranienne, en yuan chinois, en rouble russe. Une grande zone économique indépendante de l'Occident va donc émerger dans la zone qui va du Moyen-Orient jusqu'à la Grande Asie. Et elle est centrée autour d'un axe de développement économique qui s'appelle la route de la soie. S-O-I-E. Cette route de la soie doit au plus haut point intéresser les géostratèges économiques africains. Parce que ce sera une route avec laquelle l'Afrique peut commercer en utilisant des monnaies nationales dans des conditions extraordinairement rentables. C'est la deuxième information clé. L'axe du monde a quitté l'Occident, il est allé en Orient. Le centre et le cœur, la plus puissante région économique du monde, maintenant, dans les 5-10 prochaines années, c'est cette zone eurasiatique, entre la Russie, la Chine et l'Iran. C'est là-bas qu'il va y avoir le marché mondial le plus important. Avant que le grand marché mondial africain ne soit pleinement développé et qu'il prenne la place qu'il mérite, au regard du potentiel africain supérieur. Deuxième leçon. Troisième leçon, vous avez entendu l'accent utilisé par M. Christian Mallard tout au long de son reportage et de son intervention. Christian Mallard, dans son intervention, reflète parfaitement toutes les maladies intellectuelles, les maladies morales de l'Occident politique. Il a oublié que c'est Israël qui a agressé l'Iran. Il a oublié que c'est Israël qui a agressé le peuple palestinien soumis à la colonisation depuis plus de 70 ans. Il a oublié tous les massacres que le peuple palestinien a subis depuis plus de 70 ans, de la part du colonialisme israélien. Mallard n'en parle pas. Dans sa manière de parler, il présente exclusivement et essentiellement l'État d'Israël comme une victime, alors que c'est cet État qui est coupable de colonisation. C'est lui qui est coupable de génocide au Moyen-Orient. C'est lui qui est coupable d'agression délibérée contre l'Iran. Donc, quand on entend Christian Mallard parler, on voit que le mal est profond dans l'élite politique occidentale. Qui donc va être capable de guérir cette élite politique occidentale si ce n'est la lutte des peuples du Sud pour défendre leurs intérêts? Le Sud global ne peut pas payer des médecins, des psychanalystes, des psychiatres, ne peut pas payer des cliniciens, des assistants sociaux pour les dirigeants occidentaux. Seule la lutte du Sud global va les guérir. Mallard présente l'alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran comme étant une menace pour l'Europe. Mais la Russie ne s'est jamais délibérément attaquée à l'Europe dans toute l'histoire. Elle s'est toujours défendue contre des puissances européennes qui voulaient l'envahir. Ce fut le cas de Napoléon Bonaparte. Ce fut le cas de Napoléon Bonaparte au XIXe siècle. Ce fut le cas de l'Allemagne nazie au XXe siècle.
C'est aujourd'hui le cas de l'alliance militaro-politique de l'OTAN. La Russie, envers l'Occident, a toujours été sur la défensive. Elle a occupé une partie du territoire occidental après une contre-offensive. Après avoir battu Hitler, Mussolini et Franco, elle a occupé, en vertu du rideau de fer, une partie de l'Europe de l'Est, dont elle s'est retirée, notamment à l'issue de la fin de ce qu'on a appelé la guerre froide, la chute du mur de Berlin, en novembre 1989. Quant à la Chine, combien de fois les armées chinoises ont-elles traversé l'immense continent asiatique pour venir aux portes de l'Europe combattre? Combien de fois l'armée chinoise a-t-elle voulu coloniser une terre occidentale? Où est la menace de l'Occident, de la Chine de l'Occident par la Chine? Prenons l'Iran. À quel moment l'armée iranienne a-t-elle voulu s'emparer d'un territoire européen? L'armée iranienne a-t-elle pris des initiatives contre les États-Unis d'Amérique ou contre un pays d'Europe? Non. C'est dans les années 50, la CIA qui organisait des coups d'État contre la révolution iranienne. C'est la CIA qui a organisé le règne terrible du Shah d'Iran. Et c'est elle qui, s'opposant à la volonté du peuple iranien d'aller à sa révolution, avec l'ayatollah Khomeini, a organisé des attaques délibérées contre l'Iran des années 70, fin 70, aux années 2025 où nous sommes. Nous avons tous vu Donald Trump ordonner une attaque au mépris du droit international contre l'Iran. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en notre absence. Nous étions témoins oculaires sur la terre. Donc on peut se demander, mais où Christian Mallard peut-il trouver l'outrecuidance de parler comme si l'Europe était agressée par l'Iran? Alors que tout le monde a vu Israël, qui a un satellite justement de l'OTAN, a agressé un satellite de l'Occident politique, a agressé l'Iran. Ça, on a vu. Les Palestiniens qui résistent aujourd'hui, on les présente comme des terroristes, mais tout le monde a bien vu l'État d'Israël se construire sur la base d'une colonisation atroce contre le peuple palestinien. Comment Christian Mallard peut-il faire fi des faits de l'histoire? Des faits de l'histoire qui sont notoires et qui sont même reconnus et protégés par le droit international occidental. Comment peut-il faire fi de tout cela et parler comme si des accords stratégiques entre la Chine, l'Iran et la Russie seraient un crime de lèse-majesté? Ce monde, il n'appartient à personne en particulier. Nous en sommes tous des locataires. Le monde n'appartient ni à l'Iran, ni à la Russie, ni aux États-Unis, ni aux puissances africaines. Le monde appartient à l'être absolu qu'il a créé. Et nous, les humains, et les nations, et les États, nous n'en sommes que des passagers, des locataires. Mais comment se fait-il que certains veuillent se comporter comme les propriétaires de la planète, alors que nous en sommes tous seulement des passagers? Je suis choqué par l'outrecuidance du journaliste Christian Mallard dans l'extrait que vous avez écouté. Je suis choqué par son amnésie, par son arrogance, par sa prétention. Et nous avons le devoir, eh bien, de continuer le combat de la vérité, de la justice et de la solidarité des peuples. Seul véritable combat capable de créer une véritable fraternité humaine, une fraternité authentiquement pacifique